conférence. On va devoir maintenant progresser. Je voudrais, avant de continuer, saluer tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est une première. En plus des membres de l'Académie, nous sommes rejoints par les lecteurs du journal du médecin. Tout de suite, je vais céder la parole au professeur Jean-Michel Fouadard, secrétaire perpétuel de l'ARMB, et il va introduire la deuxième partie de cette séance qui sera consacrée au Covid-19. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les médecins qui participent à cette réunion. Je voudrais leur rappeler qu'à un moment donné, dans le cadre de cette réunion, s'ils veulent bénéficier d'une accréditation INAMI, il leur sera demandé d'adresser leur nom, leur prénom, leur numéro INAMI et un mot-code qui apparaîtra sur une diapositive que nous adressera Madame Vanessa Costanzo, et de manière à ce que nous puissions démontrer à l'INAMI qu'ils ont réellement participé à cette manifestation. Donc, nous allons aujourd'hui discuter du Covid-19 sous la loupe des confrontations anatomocliniques. Comme vous le savez, c'est Galien qui est le premier médecin à avoir pratiqué des autopsies, mais comme dans la Rome antique, les autopsies chez les humains étaient interdites, il disséquait des singes. Et donc, pendant plusieurs siècles, l'anatomie était basée sur l'anatomie des singes avec toute une série d'imprécisions. Et le premier grand anatomiste de la Renaissance, qui était Vézal, a réellement codifié l'anatomie et est considéré comme le père mondial de l'anatomie humaine normale. C'est cependant le père de l'anatomie pathologique, Morgagni, qui le premier a établi des corrélations entre les anomalies de certains organes et les maladies. Et finalement, la méthode anatomoclinique a connu une véritable expansion au XIXe siècle grâce à Bichat et notamment à Charcot, qui ont parfaitement codifié le principe anatomoclinique de confronter des cliniciens et des anatomopathologistes de manière à étudier les corrélations entre les lésions après la mort, la constatation d'un siège anatomique de lésions après la mort et les signes cliniques. Et c'est ainsi que l'expertise et l'exercice anatomoclinique est une pratique qui remonte essentiellement à la grande médecine clinique française du XIXe siècle, alors qu'à la même époque, en Angleterre, à Londres, dans les pubs, on disséquait les cadavres en présence de personnes comme dans des systèmes purement folkloriques de foire. Donc, nous réactivons ce processus que vous avez connu au cours de vos études de médecine, les confrontations anatomocliniques de manière à vous aider à comprendre au mieux les diverses formes du Covid-19. Et pour cela, nous avons demandé à toutes les universités de participer et de partager avec nous leur expertise dans les autopsies réalisées dans les institutions universitaires en collaboration avec les services d'anatomopathologie, mais aussi avec l'ensemble des cliniciens de ces institutions. Je cède la parole tout de suite au président de notre académie. Ah non, avant, c'est moi, Vanessa Costanzo. Monsieur Cromen, je vous grille la priorité, mais je voudrais en profiter pour présenter et faire un tour de table de cette salle virtuelle de conférence. Vous avez vu le professeur Jean-Michel Fouadard, vous allez, pour ceux qui viennent de se connecter, voir le professeur Jacques Cromen, qui est le président de l'Académie, et enfin nos trois duos d'orateurs, le professeur Marbet, le professeur Belkir qui viennent de l'UCL, les professeurs Delven et Houry qui viennent de l'ULiège et les professeurs Salmon et Vincent de l'ULB. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que pendant toutes les interventions, vous pouvez poser vos questions. Si vous nous regardez sur Vimeo, vous verrez qu'à la droite de votre écran, vous avez vu apparaître une petite boîte de dialogue, une chat box, dans laquelle vous pouvez mentionner vos questions. Vous pouvez également transmettre ces questions via Facebook et Twitter. Merci à chaque fois de préciser vos noms et vos prénoms pour qu'on puisse les transmettre en fin de conférence. Il y aura une séance de questions-réponses commune pour les 6 orateurs à la fin de la conférence. Chaque confrontation anatomoclinique durera 10 minutes. Je transmettrai vos questions aux orateurs. Donc, à la fin de la séance, comme je vous le disais, professeur Cromen, Monsieur le Président, la parole est enfin à vous. Merci Vanessa.
Donc, nous allons commencer par le duo qui nous vient de l'UCL. Donc, Étienne Marbet a commencé ses études de médecine aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, puis les a poursuivies à l'Université catholique de Louvain, où il a obtenu son diplôme en 1980. Il s'est spécialisé en anatomie pathologique à l'UCL et travaille comme pathologiste depuis 1985 aux cliniques universitaires Saint-Luc, où il est actuellement chef de clinique. Agrégé de l'enseignement supérieur en 1996, il donne des cours à l'UCL et il a été nommé professeur ordinaire en 2007. Ses activités de recherche qui sont menées à l'Institut de Duve portent sur les métalloprotéases matricielles et le remodelage de la matrice extracellulaire en utilisant la menstruation et l'endométriose comme modèles expérimentaux. Le professeur Marbet est membre de nombreuses sociétés scientifiques telles que l'International Society for Matrix Biology, l'International Society of Gynecological Pathology, and l'International Society of Gynecological Endocrinology. Il a été aussi Associate Editor du journal Human Reproduction. Le deuxième membre du binôme de l'UCL est la professeure Leila Belkir, dont je pense le visage vous est devenu familier depuis ses nombreuses interventions à la télévision. Et Leila Belkir est actuellement chef de clinique associée et responsable de l'unité d'hospitalisation des pathologies infectieuses et responsable des études cliniques du Centre de prise en charge VIH des cliniques universitaires Saint-Luc. Après ses études de médecine et une spécialisation en médecine interne, elle a défendu une thèse de doctorat sur la pharmacogénétique des traitements antirétroviraux. Elle est également chargée de cours cliniques à l'UCL et faculty member of the Belgian Research on AIDS and HIV Consortium, qui s'appelle aussi BREACH en abrégé. Voilà, chers collègues, vous avez la parole. Bonjour. Voilà. Donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc moi, je vais parler très brièvement des données cliniques par rapport au cas que M. Marbet présentera par la suite. Alors je trouvais que c'était intéressant, vu que nous commençons, de refaire un petit rappel sur la physiopathologie, ou du moins rappeler quelques éléments clés qui peuvent en partie expliquer les différents tableaux cliniques du Covid. Donc pour rappel, le Covid est donc lié, comme vous le savez bien, à un coronavirus. Il y a différentes sortes de coronavirus, mais la particularité, entre autres, du SARS-CoV-2, qui est responsable du Covid-19, et qu'il a cette faculté d'aller infecter non seulement les cellules qui sont au niveau des voies respiratoires supérieures, et donc ce qui lui confère tout son pouvoir de contagiosité, mais également, comme pour le MERS et le SARS-CoV, responsable de deux précédentes épidémies, il peut également infecter les cellules pulmonaires, ce qui lui confère donc le principal tableau clinique, à savoir vraiment une pneumonie qui peut être sévère dans 15% des cas et critique dans 5% des cas. Alors, une autre particularité est donc le fait une des clés pour l'entrée, donc c'est le récepteur ACE2, et que donc le virus peut pénétrer dans des cellules endothéliales, également d'autres organes, et donc c'est une des façons, c'est un des mécanismes qui explique donc l'atteinte multiorganique qui est souvent caractérisée chez les patients qui sont aux soins intensifs et qui décèdent, et donc on peut retrouver a priori du SARS-CoV au niveau des cellules également du rein, foie, intestin, cœur, cerveau et rate. Alors, vous le savez également, après cette première phase donc cytotoxique, au niveau physiopathologique, on incrimine vraiment une cytokine storm avec donc un relargage important, en particulier l'interleukine 6, interleukine 1, et ce qui contribue à cette deuxième phase de la maladie et de ces fameux patients qui arrivent aux soins intensifs, avec principalement au niveau clinique un tableau qui prédomine, qui est
un tableau d'ARDS, où là, ça n'est plus vraiment l'effet du virus qui prédomine, mais vraiment la réaction inflammatoire qui est disproportionnée. Alors, pour parler un petit peu chiffres et pour avoir une idée, donc à Saint-Luc, nous avons eu environ 74 décès au total, ce qui nous confère une mortalité intra-hospitalière de 18,5% environ. Quand on compare dans les autres séries, en général, on oscille entre 20 à 28% en fonction du pays où cette mortalité intra-hospitalière est décrite. Plus de 80% de nos patients décédés ont plus de 65 ans et comme vous le voyez, la mortalité aux soins intensifs est beaucoup plus importante. Elle est aux alentours de 40% et de 47% pour les patients qui ont été intubés. Et vous voyez également que les chiffres sont très variables en fonction du pays, en fonction des régions, allant de 26% à 62% selon les séries. Alors, quelle est la caractéristique des patients qui vont donc être décrit par le professeur Marbet. Donc au total, nous avons autopsié 13 patients. La médiane en termes d'âge est de 59 ans, donc c'est ce que l'on retrouve dans la littérature. Une prédominance d'hommes, c'est également une caractéristique fréquente. Alors parmi les facteurs de risque, je vais juste reprendre les plus fréquents, c'est l'hypertension. Donc 46% des patients étaient hypertendus. Les 6 avaient ou un sartan ou un IEC comme traitement. L'obésité qui arrive en second plan et enfin le diabète. Et ces données-là sont celles que l'on retrouve dans la plupart des publications européennes en termes de facteurs de risque et également américaines. On retrouvait moins l'obésité dans les séries chinoises. Alors, vous constaterez également que parmi les 13 patients, 8 étaient non-fumeurs, ce qui n'est pas typique lors des atteintes pulmonaires sévères où en général on retrouve le tabac comme facteur de risque. Alors très rapidement, la durée d'hospitalisation moyenne était environ de 22 jours, le délai entre les symptômes et l'hospitalisation de 5 jours et globalement, lorsque les patients sont hospitalisés, il faut 2 à 3 jours d'hospitalisation classique, puis ils descendent aux soins intensifs. La plupart des patients avaient comme tableau clinique à l'admission de la fièvre, une désaturation, de la toux et de la dyspnée. Et à nouveau, ce sont les symptômes que l'on retrouve le plus fréquemment dans les tableaux qui sont sévères. Alors, juste avant de céder la parole à M. Marbet, je voulais vous montrer les atteintes que l'on retrouve très fréquemment chez les patients, donc au niveau du scanner. Donc les patients qui vont en soins, la plupart du temps ont des atteintes qui sont décrites comme sévères, avec plus de 50% du parenchyme pulmonaire qui est altéré. Voilà. Oui, merci Leïla et bonjour à tous. Alors, voilà ce que nous avons trouvé donc chez les 13 patients autopsiés. Ils avaient tous des poumons densifiés comme ce que vous voyez ici, un poumon qui est lourd, qui est d'aspect pâteux assez particulier chez tous les patients. Et on comprend que ça correspond à l'image de scanner que vous venez de voir. Chez beaucoup de patients, on a également une accumulation de mucus un peu visqueux, collant, qu'on a trouvé ici dans la trachée, dans les grosses bronches, et on comprend que cette accumulation de mucus puisse également perturber la ventilation de ces patients. Cette accumulation de mucus, on l'a trouvée chez 4 patients sur les 13 autopsiés. Alors, à l'histologie des poumons, eh bien, on a une image de condensation des alvéoles pulmonaires. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement plus de lumière dans les alvéoles. Elles sont toutes comblées au départ par un matériel plasmatique riche en fibrine, avec des membranes hyalines et des bouchons de fibrine qui se constituent dans la lumière des alvéoles. Et progressivement, cette fibrine est organisée par des cellules inflammatoires, des macrophages, des lymphocytes et aussi des pneumocytes et des fibroblastes qui viennent déposer des fibres de collagène et organiser cette fibrine. Et donc le poumon se densifie progressivement dans l'entièreté du parenchyme pulmonaire. Chez de nombreux patients, on observe également des thromboses qui se forment dans les petites branches artérielles et parfois, comme vous le voyez ici, dans une grosse structure artérielle. Vous voyez cette thrombose qui s'est formée et qui est en train de s'organiser également. À plus fort grossissement,
Je vous montre donc la densification du parenchyme pulmonaire et vous voyez cette organisation du matériel qui a été sécrété à l'intérieur des lumières alvéolaires qui se transforme en bouchons fibreux qui viennent occuper, combler la lumière de pratiquement toutes les alvéoles. Alors, chez quelques patients, on a également observé des images de surinfection bactérienne avec accumulation de polynucléaires neutrophiles dans la lumière des alvéoles, comme vous voyez ici, chez quelques patients. Et puis, on a eu d'autres manifestations en dehors des poumons. Nous avons 2 patients ou 3 patients qui ont fait une péricardite fibrineuse. Vous avez ici une vue histologique du péricarde pariétal où vous voyez cette accumulation de fibrine et de cellules inflammatoires en surface du péricarde. Plusieurs patients présentaient aussi une stéatose hépatique et l'un d'eux même une stéatohépatite non alcoolique où vous voyez cet infiltrat inflammatoire dans les espaces portes avec cette stéatose macrovasculaire abondante dans les hépatocytes. Ce patient avait par ailleurs une fibrose hépatique déjà avancée et a développé un hépatocarcinome. Alors en résumé, les lésions pulmonaires donc on a observé chez tous les patients correspondent à ce qui est décrit comme une image de pneumonie aiguë, fibrineuse et organisante. En anglais, c'est abrévié comme AFOP et ça correspond on pense que c'est une variante de cette maladie qu'on appelle le dommage alvéolaire diffus au stade de pneumonie organisée chez pratiquement tous les patients parce que, comme vous avez vu, ils avaient déjà séjourné pendant presque 2 semaines aux soins intensifs avant d'être autopsiés. L'accumulation de mucus collant dans les bronches, donc on l'a observé chez 4 patients sur 13 et les thromboses pulmonaires chez 8 patients sur 13, dont 3 ont fait également des infarctus pulmonaires. 6 patients ont présenté une surinfection bactérienne et alors nous avons aussi des séquelles des manœuvres de réanimation qui ont été faites chez quelques patients. 2 pneumothorax, une embolie de moelle hématopoïétique chez un patient qui a eu une réanimation particulièrement vigoureuse. En dehors des poumons, nous avons donc 2 patients qui ont fait une péricardite fibrineuse. Chez un patient, on a observé des petits foyers d'infiltrats inflammatoires à polynucléaires dans le myocarde et des thrombies en dehors des poumons. On en a observé dans quelques organes, comme vous voyez, avec des images d'une nécrose débutante cutanée au niveau d'un doigt ou d'un orteil chez quelques patients. Un patient a présenté une nécrose ischémique du côlon, un autre un infarctus hépatique. Et enfin, nous avons 6 patients qui avaient une stéatose hépatique, dont une stéatohépatite non alcoolique. 4 patients ont fait aussi des lésions de nécrose centrolobulaire suite à une défaillance cardiaque droite liée au problème pulmonaire, évidemment. Et le patient avec la NASH a fait un hépatocarcinome et avait également une tumeur neuroendocrine du pancréas. Donc voilà en résumé les observations à l'autopsie de ces patients. La pathologie principale, évidemment, est pulmonaire et cette pathologie donc, de pneumonie aiguë, fibrineuse et organisante ou de dommage alvéolaire diffus est tout à fait similaire à ce qui a été décrit il y a une quinzaine d'années dans les cas d'autopsie de patients qui ont fait des infections au SARS-CoV-1 à l'époque. Donc les pathologies pulmonaires sont tout à fait superposables à ce qui a été observé à l'époque. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il y avait autant d'hommes que de femmes, alors que ici, avec la Covid-19, nous avons une prédominance d'hommes parmi les patients décédés. Voilà, je vous rends la parole. Voilà. Le tour d'un tandem liégeois qui est composé de Philippe Delven et Cécile Houry. Après ses études de médecine à l'Université de Liège, Philippe Delven a successivement défendu une thèse de doctorat en sciences cliniques, effectué une spécialisation en anatomie et cytologie pathologique, et obtenu l'agrégation de l'enseignement supérieur, toujours à l'Université de Liège. Il est actuellement professeur ordinaire et chef de service en anatomie pathologique au CHU de Liège. Il dirige le laboratoire de pathologie expérimentale, dont l'objectif principal des recherches est de mieux comprendre les relations réciproques qu'établissent des cellules tumorales ou prétumorales avec leur environnement dans les cancers associés au HPV
donc le papillomavirus humain, et dans les séquences métaplasie, dysplasie, cancer. Le professeur Delven est membre de nombreuses sociétés savantes. Il a été notamment président de la Société belge de cytologie clinique. Il a obtenu de nombreux prix, dont le prix Henri Fauconnier et le prix GlaxoSmithKline Biologicals. Cécile Houry, elle, a obtenu une licence en biologie moléculaire et cellulaire, puis un PhD en sciences à l'Université de Liège. Elle a ensuite effectué un séjour postdoctoral à l'Institut Curie à Orsay, grâce à une bourse de la Communauté européenne, puis un second séjour au Centre de biologie moléculaire et vasculaire de la KU Leuven, grâce à un mandat du FVO Flandre. La docteure Cécile Houry est actuellement directrice de recherche FRS et FNRS et chef du laboratoire de cardiologie de l'unité Cardiovascular Science du GIGA, dont elle est fondatrice et codirectrice. Elle est également présidente de la Société belge de thrombose et hémostase et elle est lauréate, entre autres, du prix Boehringer pour la recherche sur la thrombose et l'hémostase. Donc, chers collègues, nous sommes tout oui. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, lors de la séance publique d'accueil des nouveaux membres en janvier 2020, j'avais mentionné dans mes contributions potentielles pour l'Académie mon souhait de démontrer l'importance de l'anatomie pathologique dans la pratique médicale actuelle, et cela en collaboration avec les professeurs Marbet et Salmon, mais j'étais loin de me douter, bien entendu, que nous serions mis à contribution si rapidement. En effet, pour paraphraser le docteur Copin de Lille, je pense qu'il est temps de considérer les patterns histologiques d'atteinte pulmonaire pour traiter les patients gravement atteints d'une infection par le SARS-CoV-2. Alors, le plan de notre exposé liégeois sera le suivant. D'abord, à partir d'un cas autopsique particulièrement démonstratif, j'illustrerai à nouveau quelles sont les lésions pulmonaires induites par le SARS-CoV-2. Puis, je passerai la parole au docteur Houry qui parlera des relations étroites qui existent entre la COVID-19 et les troubles de l'hémostase. Donc d'abord le cas clinique, il s'agit d'un patient de 56 ans avec des antécédents d'asthme extrinsèque et d'emphysème qui est admis aux urgences du CHU avec un tableau clinique qui associe une toux sèche non productive, des douleurs rétrosternales, des céphalées holocrâniennes et une hyperthermie avec des pics allant jusqu'à 39 degrés. Cette hyperthermie est confirmée à l'examen clinique qui met par ailleurs en évidence une fréquence respiratoire accrue, une hypoventilation sévère et des râles crépitants bibasaux. À la biologie, on note une diminution de la saturation à l'oxygène et également une diminution des leucocytes. Par contre, on observe une augmentation du fibrinogène, du temps de Quick, des D-dimères et de la CRP. En microbiologie, la RT-PCR revient positive pour le SARS-CoV-2 et le scanner thoracique met en évidence une pneumopathie bilatérale compatible avec une infection par le SARS-CoV-2. Alors, le patient est ensuite transféré en pneumologie pour oxygénothérapie, puis aux soins intensifs pour intubation orotrachéale et mise sous respirateur. Finalement, le patient décède le 15 avril, soit plus ou moins 25 jours après l'admission à l'hôpital, avec un diagnostic suspecté d'embolie pulmonaire. Alors, à l'autopsie, on retrouve en effet des embolies pulmonaires multiples à localisation essentiellement sous-segmentaire, ainsi qu'un aspect macroscopique de dommages alvéolaires diffus, comme l'a déjà évoqué le professeur Marbet. Alors, le dommage alvéolaire diffus est également parfois appelé poumon de choc, ARDS ou biflung, en raison de la congestion très marquée du parenchyme pulmonaire à la tranche de section. Il s'agit en fait de poumons qui se tiennent trop bien et qui sont trop lourds,
ce qui rend positive l'épreuve de docimasie, c'est-à-dire que lorsqu'on immerge les poumons dans un bac d'eau, ces poumons coulent, alors que, bien entendu, à l'état normal, des poumons qui sont remplis d'air flottent dans cette bassine d'eau. Alors, il faut savoir que le dommage alvéolaire diffus est parfois idiopathique. Il correspond alors au syndrome clinique de pneumopathie interstitielle aiguë ou syndrome d'Amann-Rich. Cependant, le DAD est plus souvent secondaire à une cause identifiable qui peut être une infection virale. Alors, il faut cependant mentionner que les virus entraînent relativement rarement un dommage alvéolaire diffus, mais plus fréquemment une pneumonie interstitielle après inhalation et infection préférentielle des pneumocytes de type 1. Cependant, dans de rares cas, un dommage alvéolaire diffus, et c'est le cas dans un contexte d'infection par le SARS-CoV-2, donc il peut y avoir développement d'un DAD suite à une activation inappropriée des macrophages, ainsi que suite à une migration intra-alvéolaire de polynucléaires neutrophiles, ce qui entraîne une dégradation du revêtement alvéolaire avec exsudation fibrineuse et puis formation de membranes hyalines. Alors, les membranes hyalines constituent probablement la lésion la plus caractéristique de la phase précoce du dommage alvéolaire diffus. Cette phase précoce est appelée phase exsudative et elle est suivie par une phase proliférative et également par une phase fibreuse. La phase proliférative comporte une phase précoce et une phase tardive. Et il est intéressant de noter que durant la phase tardive, on observe fréquemment des atypies cellulaires qui peuvent être marquées et dont l'étiologie est encore incertaine. Alors, ces cellules atypiques qui sont observées en histologie pourraient correspondre à des pneumocytes de type 2 qui prolifèrent suite à la dégradation des pneumocytes de type 1 au niveau du revêtement alvéolaire, ou bien alors il pourrait s'agir de pneumocytes de type 2 qui sont le siège d'un effet cytopathogène viral. En effet, il a été démontré en microscopie électronique la présence de particules virales dans le cytoplasme de pneumocytes de type 2 qui contient par ailleurs, comme vous le voyez ici, des corps lamellaires qui sont à l'origine du surfactant. Alors, comme autre anomalie microscopique fréquente liée à l'infection par le SARS-CoV-2, il y a également des thrombies ou des microthrombies multiples dont certains aspects histologiques et immunohistologiques pourraient faire évoquer des microthrombies inflammatoires qui pourraient jouer un rôle important dans l'évolution péjorative des patients infectés par le SARS-CoV-2. Et ceci m'amène à passer maintenant la parole au docteur Houry, qui va vous parler plus spécifiquement des troubles de l'hémostase. Voilà, merci pour ce privilège de présenter les troubles de l'hémostase associés au Covid-19 dans le cadre de cette séance publique. Donc, je crois que tout le monde s'accorde pour dire que le Covid-19 est un état prothrombotique, c'est-à-dire qu'il favorise la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins. En effet, plusieurs études ont montré une incidence élevée des complications thromboemboliques artérielles et veineuses qui étaient associées à un risque accru de décès. Les mécanismes actuellement restent peu connus et il semblerait qu'ils revêtent des caractéristiques qui soient spécifiques, propres au Covid-19. En ce qui concerne les maladies thromboemboliques veineuses, leur incidence augmente avec la durée de l'hospitalisation, et ce, en particulier pour les patients admis aux soins intensifs. Chez ceux-ci, des incidences allant de 35 à 45% ont été rapportées, et ce, malgré une thromboprophylaxie. Une étude française montre que ces complications
pourrait être de l'ordre de 6 fois supérieur dans le COVID-19 en comparaison au cas de syndrome de détresse respiratoire non associé au COVID-19. À titre d'exemple, ceci est une étude de Wishman qui a été réalisée sur l'autopsie de 12 patients consécutifs. Et dans cette étude, l'embolie pulmonaire était la cause du décès pour 1/3 des patients. 1/4 des patients présentaient une thrombose veineuse profonde bilatérale. D'autres manifestations thrombotiques ont fréquemment été observées dans le COVID-19, mais nous ne disposons pas à l'heure actuelle des chiffres réels d'incidence. Il s'agissait soit d'AVC ischémique, d'infarctus du myocarde, de thrombose de circuits extracorporels, de microthrombose pulmonaire ou rénale, et dans les stades plus avancés de la maladie, même de coagulation intravasculaire disséminée. Les poumons sont clairement le siège de thromboses massives. Donc, outre l'embolie pulmonaire, des thrombies non occlusives sont observées dans les artères pulmonaires et de très nombreux microthrombies occluent les capillaires alvéolaires. Et ce qui, dans une étude récente publiée ce jeudi par Ackerman dans le New England Journal of Medicine, est peut-être de 9 fois supérieur à ce qui est observé, par exemple, dans le cas des ARDS associés au virus de la grippe. Nous avons aussi des phénomènes de microangiopathie. Donc, ces thromboses pulmonaires massives sont probablement induites par les dommages alvéolaires diffus, mais aussi des lésions endothéliales sévères. En effet, l'étude de Ackerman montre du SARS-CoV-2 non seulement dans les pneumocytes, mais aussi dans les cellules endothéliales. On assiste donc à un phénomène de thromboinflammation, c'est-à-dire des thromboses qui ont lieu dans un contexte inflammatoire sévère et qui sont régies finalement par des complexes interactions entre plaquettes activées, neutrophiles, monocytes et endothélium. Donc ces interactions conduisent finalement au dépôt de fibrine observé dans les biopsies et ensuite à une fibrinolyse importante suite à la production d'une quantité importante d'activateurs du plasminogène. Donc, que nous dit la biologie clinique? En fait, la biologie clinique est en faveur d'une CIVD, donc d'une coagulation intravasculaire disséminée de bas grade et d'une microangiopathie thrombotique. En effet, la plupart des patients montrent des D-dimères élevés, un temps de quick peu prolongé, une thrombopénie légère, une antithrombine peu diminuée, un fibrinogène augmenté et un taux de ferritine élevé. Parmi ces marqueurs, 3 études montrent que des D-dimères élevés sont un marqueur de mauvais pronostic. Qu'en est-il des traitements? 2 études indiquent qu'un traitement anticoagulant augmente la probabilité de survie chez les patients. Et je suis en fait en train en ce moment de coordonner la rédaction de recommandations nationales au niveau belge, donc sous l'égide de la Société belge de thrombose-hémostase, en collaboration avec le Centre fédéral d'expertise en soins de santé et Science Anno. Que nous disent ces recommandations? Elles nous disent que, suite au fait que le COVID-19 est réellement prothrombotique, nous recommandons une prophylaxie aux héparines de bas poids moléculaire chez tout patient COVID-19 hospitalisé. Pour faute de temps, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ces recommandations seront bientôt publiées. Et de toute façon, ce qui est sûr et ce qu'il faut savoir, c'est que ces recommandations ne sont pas des recommandations intérim et que seuls des essais cliniques randomisés vont nous fournir les réponses quant aux approches antithrombotiques, préventives et thérapeutiques qui seraient les mieux adaptées au COVID-19. Donc, je finirai juste par une petite annonce pour dire que notre prochain congrès de la Société belge de thrombose-hémostase a lieu au mois de novembre et que bien sûr, le COVID-19 et les thromboses seront à l'affiche.
Je vous remercie tous pour votre attention. Merci au professeur Delven et merci au professeur Houry. N'hésitez pas, aussi bien les généralistes que les membres de l'Académie, à continuer à nous envoyer les questions. Je pense que la séance de questions-réponses qui nous attend va être assez longue, puisque les questions sont déjà assez nombreuses. Professeur Cromen, on va mettre le cap pour cette dernière confrontation sur l'ULB. Merci Vanessa. Il nous reste effectivement à écouter le duo de choc de l'ULB, constitué de Jean-Louis Vincent et d'Isabelle Salmon. Alors, Jean-Louis Vincent est professeur de soins intensifs à l'ULB et intensiviste dans le service des soins intensifs de l'hôpital Erasme. Spécialiste en médecine interne, il a effectué 2 années de formation en Critical Care Medicine à l'University of Southern California avec le professeur Max Harrywell. Il a obtenu sa thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur à l'ULB et le professeur Vincent est éditeur en chef de Critical Care, The Current Opinion in Critical Care et de la RCU Management and Practice. Il a été président de la World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, de la Société européenne de soins intensifs, de la Société belge des soins intensifs, de la Société européenne du choc et de l'International Sepsis Forum. Il a été membre du Council of the American Society of Critical Care Medicine. Et le professeur Vincent est depuis 40 ans l'organisateur du Symposium international en soins intensifs et médecine d'urgence qui se tient chaque année à Bruxelles et qui est depuis longtemps le plus grand meeting au monde dans la spécialité. Il atteint aujourd'hui plus de 6000 participants. Ses travaux ont été couronnés en Belgique par le prix Joseph Mézin en sciences biomédicales cliniques, qui est un prix quinquennal du FRS-FNRS. Au niveau international, il a reçu de nombreux prix, le Distinguished Investigator Award de la Society of Critical Care Medicine aux États-Unis, le College Medalist Award of the American College of Chest Physicians, également aux États-Unis, la Society Medal Lifetime Award de la European Society of Intensive Care Medicine, et il a également reçu en 2016 le Lifetime Achievement Award de la Society of Critical Care Medicine, également aux USA. Il est, paraît-il, le premier non-américain à recevoir cette distinction. Voilà, ce qui montre bien tous ses mérites. Isabelle Salmon a effectué ses études de médecine à l'ULB, puis elle s'est spécialisée en anatomie pathologique. Elle a été boursière du fonds Erasme, mais elle a défendu une thèse d'agrégation. Puis elle a effectué un séjour de longue durée au département de neurophysiologie du professeur Vandenberg à la University of Virginia, à Charlottesville. Elle est actuellement à la tête du service d'anatomie pathologique de l'hôpital Erasme, directrice du laboratoire de recherche interfacultaire DIAPAT ou DIAPAT à Gosselies, directrice stratégique du laboratoire CurePath à Jumet et professeur ordinaire à temps partiel à la faculté de médecine de l'ULB. Rien que tout ça. Ses recherches portent sur les biomarqueurs en cancérologie et tout particulièrement sur la caractérisation de l'agressivité des astrocytomes. La professeure Salmon est membre effectif de nombreuses sociétés scientifiques belges et internationales et a été notamment présidente de la Société belge d'anatomie pathologique. Elle est aussi membre de l'Editorial Academy of International Journal of Oncology. Voilà, chers collègues, nous sommes bien sûr impatients de vous entendre. Merci, Monsieur le Président. Attendez, non, oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel.
C'est un plaisir de pouvoir apporter une vue des soins intensifs à cette question très complexe, parce que le Covid-19, c'est une maladie, mais c'est une maladie qui a beaucoup de facettes. Et donc, je vais me permettre d'en présenter quelques-unes. Quand on pense au Covid-19 et à ses aspects de soins intensifs, on pense évidemment avant tout aux aspects pulmonaires, à l'insuffisance respiratoire aiguë dont on a déjà parlé, avec la difficulté d'oxygéner suffisamment le sang, la nécessité d'apporter de l'oxygène et parfois de devoir utiliser la ventilation mécanique, ce qu'on appelait la ventilation artificielle dans le temps, la ventilation mécanique avec éventuellement une intubation endotrachéale. Et donc, dans la règle de mon ancien patron, chaque malade est un VIP, on commence par les aspects de ventilation. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès dans la ventilation non invasive, sans devoir mettre un tube dans la trachée. On peut même utiliser des casques remplis d'oxygène, mais nous le savons, on ne peut pas attendre trop longtemps avant d'intuber la trachée si la situation se dégrade. Ce ne sont pas des situations faciles. Le personnel doit subir un certain risque au moment de l'intubation endotrachéale, mais si on attend trop longtemps, cela risque d'aboutir à un arrêt respiratoire avec éventuellement un arrêt cardiaque. Et donc, il faut choisir le bon moment pour passer, si on peut dire, à la vitesse supérieure. Ce qui est intéressant dans le Covid-19, c'est aussi les aspects organisationnels et éthiques qui vont être impliqués et dont je dirai un mot. On a parlé de l'acute respiratory distress syndrome, l'insuffisance respiratoire aiguë, l'œdème pulmonaire aigu non cardiogénique. Est-ce qu'il s'agit seulement d'ARDS? La réponse est non. Non seulement parce que, par convention, nous avons proposé que l'ARDS ne peut être diagnostiquée que lorsque l'insuffisance respiratoire se développe peu de temps après l'épisode aigu, mais surtout parce que l'imagerie nous a permis de voir que ces images souvent ne sont pas celles d'ARDS. Le CT scan thoracique nous a permis de voir que dans certains cas, comme ici à droite, il y a effectivement un œdème bilatéral, il y a de l'eau dans les poumons, mais dans certains cas, comme à gauche, vous avez des petites opacités plus diffuses, ou même, comme en dessous, des opacités localisées. Et donc, ça montre un pléomorphisme, ça montre une diversité des pathologies purement respiratoires. Et ceci peut évoluer dans le temps, avec un petit infiltrat initial qui peut s'étendre et puis, espérons-le, se résoudre. Les radiologues pourraient nous parler d'un aspect typique en verre dépoli ou d'autres anomalies qu'ils aiment décrire sur les images, et cela peut évoluer dans le temps. Les cas graves, évidemment, pouvant aboutir à une pathologie plus diffuse, à une pathologie qu'on peut effectivement qualifier d'ARDS. Et donc, les lésions respiratoires ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qu'on peut voir dans d'autres affections virales. Voici un papier très récent qui montre que, oui, les lésions sont souvent bilatérales dans tous les cas, mais il y a moins de pathologie pleurale dans le Covid-19, il y a moins d'adénopathie, d'atteintes ganglionnaires, et les atteintes sont plus souvent plus périphériques. Et donc, pour nous cliniciens, c'est important, parce que les méthodes de ventilation mécanique ne sont pas nécessairement les mêmes dans la RDS typique et dans le Covid-19. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques de réglage du respirateur, mais au début de l'affection,
les poumons se laissent en général bien distendre. On parle d'une compliance relativement élevée. Et donc, c'est important pour le clinicien de le souligner, et c'est pour ça que le professeur Gattinoni a parlé de 2 types d'insuffisance respiratoire dans le COVID, le type 1, qui n'est pas un ARDS, et le type 2, qui est un ARDS. Mais je voudrais aussi souligner que le COVID-19, ce n'est pas que les poumons, et effectivement, on en a déjà dit un mot. Pour l'intensiviste, quand on parle de dysfonction d'organes, on pense essentiellement à ces 6 organes: respiratoire, circulatoire, rénal, hématologique, neurologique et hépatique, avec les tests assez simples que vous voyez à droite de cette image. Mais sur le plan cardiovasculaire, certains malades sont parfois en choc. Vous avez dit qu'on ferait une équipe de choc, donc je ne veux pas vous décevoir. Ils peuvent avoir un état de choc circulatoire qui souvent n'est pas très sévère, mais qui peut être induit par des aspects hypovolémiques, surtout que parfois, on surtraite ces malades. On a tellement peur de l'œdème dans les poumons qu'on donne trop de diurétiques pour faire uriner, et ça pourrait altérer le système circulatoire. Le cœur peut être entrepris. On a parlé d'embolie pulmonaire qui pourrait réaliser une certaine obstruction dans le système cardiovasculaire. Et alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle des altérations de type distributif, des altérations microcirculatoires en périphérie qui sont largement attribuées à cette décharge de médiateurs, ces cytokines comme on les appelle, et donc c'est la cytokine storm ou la tempête cytokinique si vous voulez, qui là effectivement aboutit alors à des lésions d'organes, poumons et autres organes qui deviennent très sévères. Très brièvement, on a décrit des atteintes myocardiques aiguës, principalement caractérisées par un taux de troponine élevé, mais parfois par de l'hypotension et une élévation des taux de lactate. Le débit cardiaque peut être abaissé par une série de facteurs, dont ceux qui ont été incriminés dans la discussion du choc circulatoire. On l'a dit, il y a un aspect prothrombotique, je ne vais pas y revenir. Pour le clinicien, le signe d'appel, c'est un taux de plaquettes diminué, mais on l'a vu, ce n'est pas que ça. Et l'idée est qu'il y a une interaction au niveau de la microcirculation, au niveau de l'endothélium, entre l'inflammation et la coagulation. Et on reviendra peut-être sur cet article, on a déjà parlé, qui est sorti hier, sur justement cette interaction importante. Il y a pas mal de temps que dans le domaine des infections sévères, on est intéressé par des substances comme la protéine C activée qui pourraient peut-être protéger l'endothélium. Malheureusement, la place de la protéine C activée a été contestée et donc le médicament n'est pas disponible aujourd'hui. On s'intéresse aussi à la thrombomoduline qui agit très près de la protéine C activée mais qui n'est pas disponible non plus aujourd'hui. On l'a dit, il peut y avoir des embolies pulmonaires qui sont souvent relativement petites et nous avons aussi diagnostiqué un certain nombre d'embolies pulmonaires par CT scan thoracique. En ligne ou par téléphone et on va poursuivre avec le professeur Salmon. On reviendra chez vous par la suite. Merci. Professeur Salmon. Merci. Désolée que Jean-Louis n'ait pas pu parler du rein. Mais merci au secrétaire perpétuel, merci au président de l'Académie de nous permettre, pathologistes, de montrer combien dans ces maladies émergentes, l'autopsie reste un outil très intéressant. Je vais vous présenter une cohorte de 17 patients non consécutifs, dont 12 hommes, avec une médiane d'âge de 72 ans, donc un peu plus âgé que ce que vous avez pu voir pour l'équipe de Saint-Luc, avec un temps médian de séjour hospitalier de 13 jours. Seuls 2 patients ne présentaient pas de comorbidité, tous les autres ont les comorbidités qui vous ont déjà été décrites. 11 patients sont décédés dans des unités Covid de soins intensifs et 6 dans des unités Covid médicales.
et on reviendra après très certainement sur les causes de décès. Il s'agit d'autopsies complètes avec examen macroscopique et multiples prélèvements, ce qui est assez intéressant parce que Jean-Louis Vincent l'a déjà souligné, le Covid-19 est une maladie très hétérogène. Ça a déjà été mis en évidence au niveau de la radiologie, mais vous allez le voir que cette étude autopsique le confirme. Donc, pas très original, le poumon est le site numéro 1 d'atteinte du SARS-CoV-2. On reviendra sur ces lésions pulmonaires parce que la discussion peut être très intéressante quant au fait que c'est un DAD, pas un DAD, ou un ARDS un peu particulier avec des images de DAD particulières. Sur cette table qui vous reprend les éléments majeurs macro et microscopiques, vous verrez qu'au niveau pulmonaire, nous avons 4 patients qui ont présenté un infarctus pulmonaire, 2 présentaient à l'autopsie des embolies macroscopiquement visibles. Quand on regarde les altérations au niveau cardiaque, on a 2 infarctus récents avec mort subite et les comorbidités classiques qui ont été décrites. Donc, tous nos patients présentaient, sauf ces 2-là, une ischémie cardiomyopathique avec des degrés de sévérité variables. Au niveau du foie, on n'a pas trouvé grand-chose de particulier, des foies congestifs associés donc aux états de choc des patients et des stéatoses, comorbidités ou iatrogènes. La limite de cette étude est le délai d'autopsie que nous avons placé à 72 heures après le décès, on peut en discuter si vous le souhaitez, ne nous a pas permis de différencier la nécrose tubulaire aiguë, classiquement décrite et que Jean-Louis allait essayer de vous décrire, je pense, de l'autopsie, de l'autolyse post-mortem qui était très importante au niveau rénal. Au niveau de la moelle osseuse, on a trouvé quasi pour tous les patients, excepté 3, une hyperplasie des 3 lignées cellulaires. Au niveau cérébral, on a mis en évidence 2 hémorragies cérébrales et pour le reste des lésions relativement spécifiques de nécrose d'édème. Parmi les éléments négatifs que nous n'avons pas pu observer, qui sont suggérés et publiés dans la littérature, nous n'avons pas pu mettre en évidence de myocardite, nous n'avons pas mis en évidence d'hépatite. Revenons aux lésions pulmonaires. Ces lésions pulmonaires ont été analysées en 6 échantillons par lobe, de manière à étudier l'hétérogénéité qui est vraiment très très importante. En fonction de la topographie, en fonction des lobes, on observait des lésions de DAD qui ont déjà été largement décrites et dont la caractéristique des lésions de DAD précoce est la présence de membranes hyalines. Membranes hyalines dans lesquelles on va retrouver, c'est assez intéressant, des particules virales. Donc ce papier qui vous a déjà été cité 2 fois du New England et qui est remarquable, sur lequel je reviendrai, mais aussi des lésions plus tardives. Pour lesquels on mettra en évidence des bouchons fibroblastiques et des bouchons intra-alvéolaires. Donc on voit qu'il y a une très grande hétérogénéité qui est sûrement à l'origine de l'aspect hétérogène du scanner. Mais en plus, on va avoir, comme on le connaît dans les grippes classiques avec l'influenza, on va avoir des surinfections. Et parmi nos 17 patients, on a eu 8 patients qui ont présenté des foyers de bronchopneumonie aiguë, voire même des pneumonies, comme vous pouvez le voir ici, des pneumonies aiguës. En plus des lésions prothrombotiques dont on a déjà longuement parlé, on comprend pourquoi le scanner, en tant qu'examen diagnostique du Covid, présente des difficultés de sensibilité et de spécificité, ça a été souligné. L'autre point important que cette étude nous a permis de mettre en évidence est la présence de ces microtrombies. On en a déjà parlé. Il faut savoir que les microtrombies, c'est un phénomène qui est classiquement observé dans tous les DAD. C'est un élément majeur du diagnostic des DAD, quelle que soit l'étiologie. Ces étiologies vous ont été illustrées au préalable. Donc la question qu'on s'est tous posée, c'est qu'est-ce que le SARS-CoV-2 entraîne comme DAD différent des autres virus, voire des autres causes de DAD. Et ce papier qui vous a déjà été cité 2 fois, comme je le disais, est remarquable parce qu'il est le premier qui montre très clairement que le DAD lié au Covid-19 n'est pas le même que le DAD lié à l'influenza qu'on connaît mieux. Et effectivement, ça vous a été dit, mais je ne peux pas m'empêcher de le rappeler, ces microtrombies que l'on observe et que nous avons personnellement considérées avec le professeur Remling comme étant simplement associées au DAD sont effectivement beaucoup plus nombreux
lorsque le patient est infecté par le SARS-CoV-2. De plus, remarquable cette analyse des gènes qui sont activés dans la néoangiogénèse par nanostring, on voit très clairement que le Covid-19 se caractérise par une néoangiogénèse, une activation de ces gènes, et la publication démontre également au niveau de la microscopie électronique une prolifération des petits capillaires vasculaires. C'est la première fois, je pense, qu'on a vraiment un début d'explication à ces images un peu différentes que l'on observe. Second point important, est-ce que le virus est une maladie systémique? Est-ce que le Covid-19 est une maladie systémique ou uniquement pulmonaire avec des répercussions sur les autres organes? Est-ce que c'est fréquent que les autres organes soient touchés par ce virus? Au niveau des lésions morphologiques, je dois vous dire que sur toutes les analyses que nous avons réalisées, avec de multiples prélèvements par organe, nous n'avons pas trouvé ni de lésions spécifiques du virus. Étienne Marbet en a déjà touché un mot, il n'y a pas d'inclusion intranucléaire de cellules multinucléées, mais nous n'avons pas trouvé de lésions très particulières dans les organes. Donc la question était, est-ce que le virus est-il présent? Nous avons donc réalisé une RT-PCR sur tous les échantillons tissulaires de nos tissus d'autopsie. Et vous voyez qu'encore une fois, l'hétérogénéité de la maladie apparaît. L'hétérogénéité puisque, évidemment, quasi tous les poumons vont présenter de l'ARN viral, excepté un, de manière très intéressante, mais qui présente de l'ARN viral dans d'autres tissus. Mais surtout, on s'aperçoit que même si, y compris, je vais dire, l'encéphale comprend de l'ARN viral, on a l'impression qu'il y a plusieurs profils. Il y a des patients qui ont une présence, une distribution d'ARN viral dans tous les organes et d'autres beaucoup plus panachés, avec des organes qui sont négatifs. Donc, toute la question est de comprendre, est-ce que c'est vraiment une hétérogénéité de la maladie? Est-ce que ça pourrait être associé à une clairance du virus? En tous les cas, rapidement, vous voyez que même pour les survies relativement longues, si vous voyez un patient qui a survécu 40 jours, on retrouve encore de l'ARN viral dans différents tissus. Des analyses simples n'ont pas permis de donner des hypothèses de réflexion pour cette présence d'ARN viral. On peut y revenir et savoir exactement ce que veut dire cet ARN viral. Ce n'est pas parce que l'ARN viral est présent dans le tissu qu'il va entraîner une lésion. Et la question que nous nous sommes posées ensuite, c'est peut-être est-il plus intéressant de rechercher les protéines virales qui seraient probablement plus proches d'une réplication du virus dans les cellules. Comme déjà publié, nous avons retrouvé, ici vous avez donc l'analyse réalisée au niveau des poumons, pour 11 patients, nous avons retrouvé une protéine virale qui est donc une protéine de la nucléocapside mise en évidence par immunohistochimie, technique bien connue des pathologistes. C'est un anticorps qui a été développé en 2003 contre le SARS-CoV, mais vous savez qu'il y a 75% d'homologie avec le SARS-CoV-2. Et donc, vous voyez ici quelques illustrations qui démontrent une fois de plus que la maladie Covid-19 est hétérogène. Elle est hétérogène parce que pour certains cas, vous n'avez pas du tout de protéines mises en évidence, peut-être un problème de sensibilité de l'anticorps, mais pour d'autres, vous voyez que tous les lobes pulmonaires sont très nettement positifs pour cette protéine virale. On voit aussi que certains cas sont très hétérogènes, certains lobes sont positifs, d'autres pas. Et donc, toute la question est de nouveau d'essayer de comprendre ce que veut dire la présence ou non de virus qui est localisé dans les pneumocytes et dans les macrophages alvéolaires, en tous les cas, après un bref examen sans colocalisation immunohistochimique. Pour terminer, je vous dirais que je pense que l'anatomie pathologique a son rôle dans le diagnostic clinique et non pas rien que dans les autopsies pour ces patients porteurs de Covid-19, porteurs de SARS-CoV-2. On sait très très bien que le diagnostic est compliqué, on doit associer les symptômes, le scanner, la RT-PCR réalisée sur les frottis nasopharyngés ou les lavages broncho-alvéolaires. Nous pensons qu'il serait très intéressant d'avoir des tests applicables en clinique sur nos lavages broncho-alvéolaires ou sur nos biopsies transbronchiques, voire d'autres organes s'il s'avérait que cette maladie soit réellement systémique. Nous avons donc décidé de développer toute une série d'immunohistochimies
sous la direction du professeur Nikidan et de Ricardo de Mendoza, dirigée contre cette fameuse protéine spike dont on vous a parlé, spécifique cette fois-ci du COV2, en association avec la société Eurogentech. Mais on a aussi pensé qu'il serait très intéressant de pouvoir analyser, avoir des outils nous permettant d'analyser la réplication du virus dans les tissus. Et nous avons donc quelques techniques d'hybridation in situ qui vont nous aider. Des résultats très très prometteurs sur l'utilisation du NGS qui nous permet de typer certains variants du virus directement à partir d'échantillons tissulaires. En conclusion, cette étude a apporté beaucoup plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. En tous les cas, on est sûr que nous, pathologistes, on ne va pas pouvoir vous diagnostiquer le SARS-CoV-2 comme l'herpès. Il n'a pas d'image spécifique. On est certain aussi qu'il va falloir faire très attention dans tous nos diagnostics parce que le Covid-19 est une maladie très hétérogène, avec un diagnostic qui est compliqué. Et nous pensons que nous pouvons aider les cliniciens en développant des tests dédiés à l'anatomie pathologique de routine. En matière de recherche, plus que jamais, je pense que pour éclairer la physiopathologie, et cet article du New England le montre bien, il faut corréler la morphologie, la moléculaire et les identifications des virus de manière à répondre à toutes les questions. Je ne voudrais pas terminer cet exposé sans remercier toute l'équipe du service d'anatomie pathologique de l'hôpital Erasme, de Diapat, les postgradués qui nous ont aidés à faire ces autopsies dès le 10 mars, mais également les techniciens prosecteurs qui ont tout de suite décidé de faire ces autopsies pour le bien de la science. Et aussi les équipes de médecins, donc les internistes, mais surtout l'équipe des soins intensifs qui, depuis plus de 20 ans, nous accompagnent dans ces séances anatomo-cliniques avec Jean-Louis Vincent et Fabio Taccone, les chirurgiens qui nous ont aidés à faire les prélèvements. Et je terminerai par les financements que nous avons reçus très rapidement du fonds Yvonne Boel, du fonds Erasme et aussi de l'ULB. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Salmon. Professeur Vincent, est-ce que vous voulez qu'on revienne une petite minute chez vous pour que vous terminiez votre exposé? Mais bien volontiers, mais je n'en ai pas pour longtemps, mais effectivement, je suis content de voir que nos exposés sont très complémentaires dans la mesure où, encore une fois, je vous présentais les différentes facettes et l'entreprise des différents organes. Et donc, au niveau des reins aussi, la situation est complexe. On a parlé des microtrombies et des altérations d'ordre immunologique, mais il peut y avoir effectivement une cytotoxicité directe du virus et, je l'ai dit, des problèmes hémodynamiques qui pourraient aboutir à une diminution de perfusion des reins. Et effectivement, dans ce papier qui vient de sortir, on peut voir que l'entreprise virale peut concerner tous les organes, y compris même le cerveau. On décrit des déliriums chez les malades, des délires, si vous voulez, chez les malades qui ont des formes avancées de Covid. Et donc, compte tenu de tout cela, la question qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir si on peut parler de sepsis d'origine virale. Et la réponse est oui, puisque le sepsis, c'est une infection associée à une certaine défaillance d'organes. Dans notre conférence de consensus récente, nous avons proposé que le sepsis soit d'ailleurs la dysfonction d'organes associée à une infection. Donc oui, le sepsis n'est pas toujours bactérien, on peut parler de sepsis viral. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans le domaine du Covid-19, c'est que nous ne voyons pas tellement de superinfections d'origine bactérienne telles qu'on les voit davantage avec les virus de type grippe, de type influenza. Et donc on en voit, bien sûr, mais ce n'est pas un phénomène qui est prédominant, qui est très important, comme dans d'autres affections virales. Et le dernier élément que je voulais souligner, c'est celui de la mortalité. Quand on parle de confrontation anatomoclinique, on se dit ceux qui sont morts, c'est les malades pour lesquels on a voulu vraiment tout faire et puis on n'a pas réussi. Mais il faut peut-être réfléchir un peu plus loin.
On l'a dit, chez les malades de soins intensifs, le taux de mortalité est de l'ordre de 30, 40, voire 50%. Il monte même à 70, 80% lorsque on doit appliquer la ventilation mécanique invasive. Mais il y a aussi ces éléments, ceci est un clin d'œil au journal du médecin en dessous, il y a les éléments de dépassement des ressources locales à certains moments, lorsque nous n'avons plus assez de matériel, lorsque nous n'avons plus assez de personnel, et ça peut aboutir à des questions de justice distributive, avec parfois l'arrêt de notre thérapie intensive et en laissant mourir des malades qui ne sont pas nécessairement à un stade avancé de la maladie. Et si le taux de mortalité en soins intensifs est de l'ordre de 40%, ça peut varier en fonction du nombre de lits de soins intensifs qu'on a à sa disposition. On va essayer, dans les cas graves, de laisser les malades un peu moins sévères en dehors des unités et on va arrêter un peu plus tôt chez les malades dont les chances de récupération sont trop faibles. On l'a dit au niveau de l'académie, ce n'est pas seulement le principe du premier arrivé, premier servi qu'il faut respecter. Et il y a un moment où on peut se dire que chez des personnes âgées, des personnes qui sont très débilitées, commencer des traitements comme la ventilation mécanique, ça devient de l'acharnement thérapeutique. Et donc, ceci est ma dernière image, c'est ce que j'avais écrit récemment dans le Lancet Respiratory Medicine. Il n'y a pas beaucoup de malades qui décéderaient d'une insuffisance respiratoire pure. Parce que si on va aller jusqu'au bout, on applique la ventilation mécanique, et puis si ça ne va pas, on peut encore appliquer la circulation extracorporelle, l'oxygénateur à membrane. On peut vivre sans poumon grâce à ces machines extracorporelles. Donc, les limites des soins intensifs, ça donne un petit peu le vertige, mais ça va vraiment très loin. Et donc, les malades qui décèdent, ce sont souvent des malades pour lesquels on a décidé de mettre une limite. Et donc, nous insistons pour que les cliniciens, face à un décès, disent bien, est-ce qu'il s'agit d'un décès bien lié au Covid ou est-ce que c'est lié à une pathologie sous-jacente ou à un âge avancé, une démence pour laquelle on avait décidé de ne plus s'acharner. Et enfin, on peut même mourir d'autre chose tout en ayant le Covid, et on ne meurt pas nécessairement du Covid. Un malade qui a un cancer en phase terminale peut encore développer une infection, qu'elle soit virale ou autre. Et donc, il y a, quand on dit il y a autant de morts dans le Covid, il faut faire attention à ces différents éléments. Il y a des choses à préciser et c'est ce que, heureusement, maintenant, on fait davantage sur le plan clinique. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis Vincent. Alors on va commencer la série de questions-réponses. Vous avez été nombreux à nous en envoyer et je vois que ça continue d'arriver. On va d'abord retourner à Liège. Une question du professeur Thyssen, Jean-Paul Thyssen. Existe-t-il un risque de fibrose chez ceux qui guérissent ? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'expliquais, la phase terminale du dommage alvéolaire diffus est la phase fibreuse. Donc, si le patient survit aux premières phases de phase exudative et de phase proliférative, on peut avoir une fibrose mutilante sévère qui va, bien entendu, handicaper la respiration des patients. Oui, tout à fait. On va partir chez Étienne Marbet. C'est une question du professeur Serge Goldman. Professeur Marbet, avez-vous détecté des anomalies au niveau cérébral ? Malheureusement, nous n'avons pas examiné le cerveau des patients qui ont été autopsiés. Donc, je ne peux pas répondre. Oui, c'est plutôt du coup à l'ULB en fait qu'on a fait ce genre d'observation, hein, Isabelle Salmon. Oui. Bonjour Serge. Donc, tu sais qu'on a mis en évidence l'hémorragie cérébrale. Maintenant, j'ai bien aimé la dernière remarque de Jean-Louis Vincent. Je pense que c'est important
et Myriam Remeling me le dit souvent, on peut mourir du Covid, on peut mourir avec le Covid. Et donc, c'est quelque chose, est-ce que ces hémorragies cérébrales ont été favorisées? Est-ce que le patient les aurait fait de toute façon? Là, je ne peux pas y répondre. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on n'a pas mis en évidence de lésions de type encéphalite virale. En tous les cas, avec un examen hématoxylinosine classique. Maintenant, peut-être qu'il faut aller un peu plus loin, utiliser de l'immunohistochimie et d'autres types d'outils pour s'assurer qu'il n'y a pas quand même des lésions fines au niveau des espaces de Virchow et de la barrière hématoméningée. Merci, professeur Salmon. Pour Leïla Pelkir, probablement cette question du professeur Bernard Loeris. Dans la série UCL, y avait-il un déséquilibre dans la distribution des anti-HTA entre les patients avec et sans thrombose? Donc, il y avait 6 patients qui avaient une hypertension artérielle, mais je ne sais, en tout cas, dans leur histoire, les problèmes thrombotiques n'étaient pas forcément décrits. Donc, je ne sais pas si c'était ces patients-là qui, au niveau autopsique, avaient plus de problèmes thromboemboliques. Alors, j'ai également une question de Mika Vikula. Et là, on va retourner chez Isabelle Salmon. Dans les tissus autres que les poumons, le virus est-il restreint aux cellules endothéliales? C'est évidemment la question qui nous importe. Donc, on a mis le virus en évidence par RT-PCR. Donc, on a mis en évidence l'ARN viral. En ce qui concerne la localisation précise du virus, il n'y a pas de contrôle morphologique, donc c'est pas un outil qui nous permet de le faire. L'immunohistochimie que nous avons utilisée, donc l'anticorps, qui est l'anticorps, comme je l'ai dit, dirigé contre le SARS-CoV, ne semble pas avoir une sensibilité très importante. Et donc, jusqu'à présent, quasi tous les organes que nous avons analysés, excepté le poumon, ne nous ont pas permis de mettre en évidence de cellules positives, infectées par le SARS-CoV-2, par immunohistochimie. Donc je pense qu'il faut attendre les nouveaux anticorps pour aller un petit peu plus loin. Et l'idéal sera de faire, comme je le disais, des doubles marquages avec les récepteurs ACE2 et d'autres récepteurs peut-être pour étudier tout cet écosystème du virus dans les cellules. Mais pour le moment, je ne peux pas répondre à la question. La réponse est non, on n'a pas encore été capable de le mettre en évidence. Ah, on ne vous entend pas. Décidément, ça devient une habitude, je suis désolée. Question du professeur Georges Casimir. La question porte sur la présence de polynucléaires neutrophiles dans le poumon de patients décédés de Covid-19. L'ampleur de cette infiltration est-elle particulièrement importante comparée à d'autres pneumonies graves, sachant que l'inflammation majeure à polynucléaires est responsable de dégâts collatéraux très destructeurs et potentiellement de thrombose? Cécile Houry, peut-être? Ou pas? En termes de présence de polynucléaires, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à la question. Peut-être Philippe? Qu'en est-il par rapport aux autres pathologies? Oui, donc on retrouve régulièrement des polynucléaires neutrophiles dans les atteintes pulmonaires induites par le SARS-CoV-2, mais par rapport à une polynucléose qui serait liée à une infection bactérienne ou une infection par des bactéries pyogènes, on ne retrouve pas cet aspect dégénéré des polynucléaires neutrophiles qui pourrait faire évoquer des globules de puce. Ça a l'air plutôt d'être des polynucléaires neutrophiles intacts qui se disposent de manière relativement hétérogène au sein du parenchyme pulmonaire. Je peux faire un commentaire clinique. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que chez nous, tous les patients admis aux soins intensifs ont fait ce qu'on appelle un film-arrêt pour voir s'il y a une infection concomitante. Et pour tous les patients, c'est en général négatif. Donc, il n'y a pas de co-infection. Donc, ce qui rejoint ce qu'on retrouve dans la littérature, en général, il n'y a pas de co-infection au début. Et à la fin, malheureusement, parmi les patients décédés, donc comme l'avait dit M. Marbet, il y en a plus ou moins 6 qui avaient des surinfections. Donc, le phénomène d'infection bactérienne survient quand même tardivement dans l'évolution.
Et chez nous, en tout cas, les germes qu'on retrouvait, c'est les germes classiques, entre guillemets, nosocomiaux, du pio, du staph doré et de l'entérobactère aérogenèse de façon prédominante. Et alors, par rapport au lien peut-être entre les neutrophiles et la thrombose, c'est un aspect que justement nous on est en train d'étudier à Liège, vu que les neutrophiles peuvent avoir un rôle important à jouer à ce niveau-là aussi, au niveau pulmonaire. Et donc voilà, c'est une étude en cours et donc j'espère qu'on va vous apporter des réponses dans les prochaines semaines. Je pense qu'une deuxième conférence Covid-19 pourrait être nécessaire vu l'avancée de tous vos travaux dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. J'ai une question du docteur Myriam Remelin pour Jean-Louis Vincent. Comment différencier les lésions pulmonaires liées au Covid-19 des lésions qui pourraient être liées aux manœuvres de traitement aux soins intensifs? Eh oui, c'est c'est un petit peu marginal par rapport à ce que j'ai présenté. Effectivement, il ne faut pas traiter toutes les insuffisances respiratoires dues au Covid comme des ARDS. Et ça a été un gros problème au début, probablement notamment en Chine et au début même de l'expérience italienne, lorsque, eu égard à la diminution de l'oxygénation sanguine, diminution de la PaO2, les cliniciens avaient tendance à augmenter les conditions ventilatoires et notamment ce que nous appelons la PEEP, la pression positive de fin d'expiration, avec des retentissements hémodynamiques. Les Chinois ont parfois décrit des collapsus après mise au respirateur parce qu'ils utilisaient des pressions très élevées et cela altérait le débit cardiaque. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, on peut induire des lésions en ventilant avec des conditions respiratoires qui sont inadéquates. Et donc, il n'est pas exclu que dans certains cas d'ARDS, on a en fait favorisé l'avancement des lésions, on a en fait favorisé les altérations respiratoires en utilisant des conditions de ventilation qui étaient trop fortes. J'espère ne pas être trop technique, mais effectivement, il peut y avoir un certain aspect iatrogène qu'il est extrêmement difficile de quantifier, bien entendu, mais ce n'est pas exclu. Alors, une question du professeur Stéphane Constantinescu. Il y a une lymphopénie et absence d'éosinophiles. Est-ce que ce sont des anomalies associées à la stimulation de l'hématopoïèse? Qui veut répondre à cette question? D'accord. Bon, eh bien... C'est un constat et souvent les patients avec des tableaux sévères ont une lymphopénie clairement et des éosinophiles à 0. Maintenant, après, pour le reste au niveau physiopathologique, ça, moi, je n'ai pas la réponse, mais c'est un constat... Mais ça fait partie du tableau de la cytokine storm, hein, et donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on pouvait appeler ça un sepsis viral. C'est que dans ces conditions-là, il y a toujours une certaine forme d'immunosuppression qui s'installe, et la forme d'immunosuppression est surtout caractérisée effectivement par la chute du taux de lymphocytes. En même temps, il peut y avoir une augmentation du taux de neutrophiles, ce qui fait que le rapport entre les deux est particulièrement élevé. Et ceci associé à l'augmentation de la ferritine, l'augmentation de LDH. Et donc, ça fait partie, si vous voulez, du tableau. Ce qui est un peu bizarre, c'est que, compte tenu de l'immunosuppression qui peut suivre la tempête cytokinique, il n'y a pas plus d'infections bactériennes nosocomiales qui apparaissent chez ces malades-là. Ça, c'est un petit peu, si vous voulez, inattendu. Maintenant, la période de temps n'est pas si longue non plus. Peut-être que ça pouvait garder ces malades longtemps en vie, ils développeraient des pathologies davantage de l'immunosupprimé. Mais donc, c'est une caractéristique de l'immunosuppression acquise dans le sepsis. Moi, oui. Je pourrais peut-être ajouter que dans les lésions pulmonaires induites par le SARS-CoV-2, on retrouve bien des lymphocytes T, qui sont le plus souvent CD4, mais je ne pense pas que leur densité et leur richesse soient suffisantes que pour expliquer la diminution du nombre de lymphocytes dans le sang. Donc probablement qu'il doit y avoir à la fois une séquestration de lymphocytes en intratisculaire, mais également une diminution de production de ces lymphocytes. Tout à fait d'accord.
Alors, je vais poser une question qui vient du professeur Michel Nisol et c'est un thème qui est régulièrement abordé, c'est la différence face à ce virus et à cette maladie des femmes enceintes et probablement aussi des enfants. Sa question est donc, quel est le risque d'observer des anomalies au niveau des cellules endothéliales, au niveau du placenta? Est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter? Isabelle Salmon? Je pense qu'il n'y a pas encore de connaissances. On en parlait juste au préalable. Je pense qu'il y a pas encore, il y a des études qui sont en cours avec des analyses de placentaires. J'ai vu quelques grants qui ont été, mais je ne pense pas qu'il y ait déjà des résultats. Et je n'ai rien vu dans la littérature de très convaincant en termes de mise en évidence du virus dans le placenta. Alors j'ai une question qui vient de Jean-Luc Baligan, alors qui porte sur le NGS et la physiopathologie. Au-delà de l'étude du génome viral, dit-il, y a-t-il un intérêt à l'étude du génome de l'hôte, Next Generation Sequencing, pardon. Qui veut prendre cette question? Qui a une réponse? Je ne sais pas s'il y a une réponse, mais en tout cas, je pense que c'est effectivement quelque chose qui serait intéressant, vu qu'on ne comprend quand même toujours pas pourquoi, dans 80% des cas, c'est un tableau qui est tout à fait banal, modéré, et que chez les 20 autres pourcents, les tableaux sont beaucoup plus sévères. Donc, est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques? Pourquoi certains surréagissent ou pas? Donc, après, à côté de ça, on a également vu, je suppose, à Erasme et à Liège aussi, on a eu quelques cas de couples qui étaient hospitalisés avec des tableaux très sévères, où là, a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'au niveau génétique, il y ait les mêmes polymorphismes. Et donc, je pense que voilà, il y a encore beaucoup de choses que l'on ne connaît pas au niveau physiopathologique et que toutes les pistes seront intéressantes. Je pense aussi que c'est intéressant de mettre en évidence les différences au niveau des ethnies. Et des ethnies, oui, tout à fait. Par rapport aux susceptibilités à l'infection. Et donc, oui, dans ce sens-là, le NGF peut très certainement apporter des réponses. Et c'est vrai que c'est une question qu'on s'est pas mal posée sur les ethnies, pour quelles raisons, est-ce que sur le continent africain, les choses semblaient se développer différemment jusqu'à un certain stade. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un début de réponse par rapport à ça? Je crois qu'il y a eu quelques études au niveau du niveau d'expression de ce fameux récepteur ACE2, où effectivement des différences au niveau ethnique se sont dégagées. Mais donc là, je parle plus au niveau de l'expression et probablement au niveau de séquences du génome qui seraient responsables d'une plus ou moins forte expression de l'ACE2. Donc cette piste-là est envisageable et peut-être est à creuser. Ce qui est peut-être important de rappeler, c'est que toutes ces autopsies se sont faites dans des conditions très particulières. Je ne sais pas si ce sont des conditions habituelles, je ne sais pas si les médecins généralistes qui nous regardent ont l'habitude de tout ça, mais ça peut être intéressant aussi d'en parler. Je crois que vous avez dû installer des dispositifs qui sont très coûteux. Et que ça a aussi été très courageux de la part de vos équipes et de chacun de vous de faire ces autopsies, puisqu'il y avait un réel risque. Qui voudrait aborder cette question avec nous? Voilà, Isabelle et Philippe Delven, on commence par qui? Philippe Delven? Philippe. Ok. En fait, il faut dire que le SARS-CoV-2 est considéré comme un pathogène de classe 3, au même titre que le virus du sida ou le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Et bien entendu, pour réaliser ce type d'autopsie, on a dû prendre toute une série de précautions pour la biosécurité du personnel. Et donc, on peut citer, par exemple, un circuit unidirectionnel du personnel avec la porte d'entrée de la salle d'autopsie qui doit être différente de la porte de sortie. La salle d'autopsie doit être en pression négative. On attend, à Liège, on attend 24 heures pour réaliser l'autopsie. À Erasme, 72 heures pour faire diminuer la charge virale au niveau du corps. Toutes les précautions de nettoyage doivent être instaurées. Donc, c'est certain qu'on doit prendre des précautions tout à fait spéciales pour réaliser ce type d'autopsie. Isabelle? Oui, donc je pense effectivement que
le travail a été profondément modifié. Comme tu le dis, Philippe, on est habitué de travailler avec des maladies infectieuses. La tuberculose est quelque chose qu'on connaît bien, qui est bien présent dans nos salles d'autopsie. Mais je pense qu'ici, il y avait quand même une charge émotionnelle et psychologique beaucoup plus lourde parce qu'on ne savait pas exactement quel était réellement le degré de contagion de ces virus, la durée de persistance du virus dans le corps humain. Il y avait des notions très, très différentes et je pense qu'on n'a pas encore de manière ferme des chiffres absolus. Et puis, effectivement, il a fallu changer le mode de fonctionnement en créant des SAS, des SAS propres, et puis pour réaliser toutes ces analyses. Déjà, l'autopsie en tant que telle est une activité qui est émotionnellement forte, parce que c'est le contact avec la mort, et c'est vrai que ça demande quand même un exercice personnel, surtout pour nos techniciens. Je pense peut-être les médecins ont plus facile à l'appréhender vu l'aspect scientifique. Et alors, il y a aussi la fatigue liée au fait de devoir travailler avec des visières, de devoir travailler avec un équipement différent. Et puis, je terminerai par dire que pour les prélèvements cérébraux, comme on ne peut pas utiliser les scies circulaires qui sont trop contaminantes, on a dû avoir recours à des systèmes, on a mis des systèmes de couveuses et les neurochirurgiens sont venus faire des biopsies stéréotaxiques avec des trous de trépan à l'ancienne, avec des chignoles. Donc moi, ce qui m'a beaucoup porté pendant toute la mise en place de ces autopsies, c'est la solidarité de toutes les équipes médicales, techniques et autres. Et je trouve que c'était vraiment un élan très positif nécessaire dans cette période. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, au cours de ces recherches, au cours de ces autopsies, a pu obtenir ne serait-ce qu'un début de réponse par rapport à tous ces médicaments dont les noms sont devenus très connus et dont on se posait la question du oui, faut-il les prescrire, non, faut-il les prescrire. Je voyais que certains disaient dans une étude récente que peut-être la prescription, en tout cas chez certains patients, le taux de mortalité avait augmenté. Est-ce que ça donne des réponses par rapport à ça? En tout cas, s'il y a beaucoup de médecins généralistes qui nous écoutent, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que l'hydroxychloroquine, c'est non. C'est non et non. Un article qui vient de sortir, je crois que c'est dans le Lancet hier, une étude prospective. Non, c'est une étude observationnelle, mais portant sur un énorme nombre de malades, qui montre qu'il y a plutôt un taux de mortalité plus élevé chez les malades qui prennent l'hydroxychloroquine. Et donc, même en pré-hospitalier, on pourrait dire, oh, c'est un antimalarique qui n'est pas bien méchant, il peut entraîner des prolongations du segment QT à l'électrocardiogramme et des arythmies. Et il y a effectivement quelques cas, en France notamment, aux États-Unis, où on se pose la question de savoir si la mort n'a pas été précipitée par la prise d'hydroxychloroquine en dehors de l'hôpital, sans monitoring cardiaque. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut dire avec assurance, c'est ce que j'avais écrit dans un article du Lancet Respiratory Medicine il n'y a pas longtemps, avec Fabio Taccone, que l'hydroxychloroquine, c'est plutôt dangereux qu'autre chose. Le remdesivir est peut-être un tout petit peu bénéfique. L'étude vient de sortir dans New England hier, mais on avait déjà entendu les résultats par la presse. C'est un tout petit bénéfice, mais c'est un médicament qui va coûter très cher. Et ça soulève des questions éthiques aussi. Alors, est-ce que certains vont quand même payer le prix en se disant, mais voilà, même s'il n'y a qu'un petit bénéfice, je suis prêt à mettre l'argent. C'est une question qui va effectivement arriver. Mais en tout cas, ce n'est pas un traitement mirobolant et on n'a pas vraiment de traitement très efficace vis-à-vis de ce méchant virus. Si je peux me permettre juste une petite précision ou nuance, on a quand même utilisé aussi l'hydroxychloroquine dans quasi 70% des hôpitaux belges. Il y a des données qui vont être analysées également et ça vaut ce que ça vaut. Ça n'est absolument pas une étude et il n'y a pas 96 000 patients comme décrit dans le Lancet. Néanmoins, quand on regarde le taux de mortalité en Belgique, il n'est pas plus élevé que dans les autres pays. Donc, moi, je reste malgré tout quand même un petit peu nuancée. Voilà.
Mais Leïla Belkir, nuancé, mais est-ce que, comme effectivement on est une communauté importante de médecins généralistes qui nous regardent, est-ce que la nuance va jusqu'à prescrire aussi à la maison? Prescrire en ambulatoire, ça n'a jamais été dit. Voilà. Il y a quelques études qui sont actuellement en cours, donc des études qui sont contrôlées, où il y a quand même un électro qui est réalisé avant, un électro qui est réalisé 4 heures après la prise du médicament. Donc pour l'instant, et il n'a jamais été dit dans les recommandations belges de donner l'hydroxychloroquine en ambulatoire. C'est encore mis et peut-être que ça va être modifié, que ça peut être donné pour les patients hospitalisés si les patients ne rentrent pas dans, n'ont pas les critères d'inclusion pour participer par exemple à des études cliniques. Mais donc voilà, je dis juste que la mortalité belge à l'heure actuelle, le taux de mortalité n'est pas plus élevé. Or, le médicament a été prescrit dans quasi 70% des hôpitaux. Alors, avec un suivi, je pense que tous les hôpitaux qui ont donné l'hydroxychloroquine ont bien veillé à vérifier le QT au préalable, à vérifier qu'il n'y avait pas de contre-indication, qu'il n'y avait pas non plus de co-médication qui pouvait allonger le QT. Donc, voilà, je voulais juste apporter cette précision-là. D'accord, merci. Bon, je pense qu'on va devoir malheureusement refermer cette séance. On a bien longuement parlé. Je pense aussi, et c'est le professeur Jean-Michel Fouadard peut-être et le professeur Kromen qui certainement prendront la décision, mais que vraisemblablement une deuxième conférence Covid pourrait être nécessaire dans les prochains mois. Je rappelle à tous les médecins généralistes qui nous regardent que exceptionnellement donc cette conférence était diffusée aussi sur le site du Journal du médecin, que pour les prochaines, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez passer directement par le site armb.be où toutes les informations sont données, et je vais céder tout de suite la parole à Jean-Michel Fouadard qui va vous donner des précisions là-dessus. Bonjour, encore un grand merci pour votre présence et pour la qualité des présentations. Je vous invite enfin le 13 juin à assister à 10h15 à la prochaine séance virtuelle de notre séance publique virtuelle de notre académie. Elle sera consacrée à 2 orateurs étrangers qui nous parleront, le premier de Nice, le professeur Hoffman, qui abordera les questions des cellules cancéreuses circulantes. Et le deuxième orateur sera encore plus éloigné. Nous avons été le chercher à Johns Hopkins Hospital à Baltimore aux États-Unis, et il nous parlera également de ses recherches sur les cellules cancéreuses. D'ici là, je vous souhaite de vous protéger du Covid-19 et je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end en vous remerciant de votre présence, et particulièrement les orateurs et cette team de confrontation anatomoclinique qui nous permettent de donner un éclairage très particulier à tous les médecins praticiens et à tous les scientifiques de l'Académie. Nous vous remercions et je souhaite donner la parole maintenant à notre président. Il me reste à remercier à nouveau nos 7 oratrices et orateurs, ainsi que vous tous, pour nous avoir rejoints sur ce site pour cette deuxième séance virtuelle de l'Académie. Nous espérons, comme l'a dit le secrétaire perpétuel, vous retrouver nombreux le samedi 13 juin pour notre prochaine séance virtuelle. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end et prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt.